Un grand bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle session du Point Marché avec la financière de l'échiquier. Donc en compagnie aujourd'hui de Pierre Puglessé, donc qui est porte-parole de la gestion donc au sein de la financière de l'échiquier, et Alicia Dorignac, qui est analyste au sein de l'équipe tech de la financière de l'échiquier. Un grand bonsoir à vous. Bonsoir Imen, et merci à toutes et à tous d'être présents sur cette intervention. Alors, donc sans plus tarder, on va présenter justement donc les slides, et je vais laisser la place justement donc à Pierre. Alors Pierre, donc tout d'abord donc je te laisse introduire éventuellement sur le fait qu'on a eu une première semaine du mois de mars d'une intensité rare selon toi. Alors oui, c'est ça. Donc j'ai essayé de faire un résumé de cette première semaine du mois de mars, mais c'est vrai qu'elle a été, et on l'a vu, et vous l'avez vu, et vous l'avez vécu à nos côtés, très très riche et très intense, très riche du côté macroéconomique. Vous avez suivi les événements ukrainiens, vous avez suivi le plan européen, je reviendrai dessus parce que c'est un élément qui est très très important, le plan allemand aussi bien sûr. Même du côté chinois, il y a eu des annonces, une baisse de taux du côté de la BCE, une fédérale réserve, on va attendre le 19 pour avoir plus d'éléments, des scénarios, et je reviendrai aussi sur les taux d'intérêt qui ont été très fortement chamboulés. Et sur le marché, je crois qu'on l'a vu et je vais y revenir, des mouvements très importants sur les taux, entre autres les taux allemands qui ont bougé en une journée comme ils n'avaient pas bougé depuis la réunification allemande, le retour de flux sur les marchés européens, j'en parlerai aussi rapidement, enfin toute une série de choses. Donc une première semaine du mois de mars qui a été très très agitée, avec beaucoup de volatilité sur les marchés bien entendu, et la question effectivement est de savoir, après cette première semaine du mois de mars très agitée, on est déjà le 12 mars, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, donc tout d'abord peut-être un petit mot sur l'évolution des marchés financiers. Les performances sont très très bousculées, mais en fait ce que l'on constate quand même, et je pense qu'on reste un peu dans cette hiérarchie-là, c'est que d'une part, une très bonne performance des marchés chinois, comme vous pouvez le voir en Hang Seng, qui est l'indice de Hong Kong, qui est une performance supérieure à 14% depuis le début de l'année, une performance très correcte des marchés européens, et puis une performance décevante des marchés américains. Sur le tableau à droite, on a un peu plus de granularité. J'aime beaucoup ce tableau parce qu'il permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement en segmentant les marchés. Alors, d'une part, en termes de taille de capitalisation, grande valeur, moyenne valeur, petite valeur, zone euro et États-Unis, et bien sûr sur des facteurs, ou du moins des angles d'investissement qui sont la croissance, le value et le blend, qui est un mélange des deux. Vous pouvez voir que depuis le début de l'année, c'est pas la croissance qui performe le mieux en Europe, ni aux États-Unis, que la performance finalement se concentre beaucoup plus sur des stratégies value. Ce que l'on observe aussi, et je pense que c'est important de le dire sur la zone euro, c'est que les petites valeurs et les moyennes valeurs surperforment les grandes valeurs, du moins du côté croissance, c'est tout à fait visible. Et sur les États-Unis, bien entendu, avec les performances très très décevantes des grandes valeurs de croissance, puisque je pense que c'est aussi un phénomène qui est très important à mentionner, c'est que les Mag 7 ne sont plus en position de leadership sur les marchés. Vous voyez une performance qui est très décevante sur les grandes valeurs de croissance, une performance qui est quand même décevante sur tout quasiment les compartiments, sauf, comme vous pouvez le voir, les grandes valeurs dites value, qui ont une performance légèrement positive. Donc, d'une certaine façon, en tout cas, un début d'année au 10, et encore à ce jour, on est le 12, qui bouscule, bien entendu, les hiérarchies qui s'étaient établies en 2024 et même en 2023, puisqu'on se rappelle que l'Europe a été fortement à la peine, même si, je dirais, quand on rentre dans le détail, il faut quand même préciser que ça dépendait des pays, puisque l'Allemagne avait fait une performance tout à fait correcte. C'est surtout la France et d'autres pays qui avaient été très, très décevants en 2024, entre autres à cause de l'environnement, bien sûr, politique, qui avait impacté fortement la confiance et la visibilité sur le marché français. Oui, ce que je veux mettre en avant à travers ce tableau-là, et on en a parlé, c'est les conséquences des annonces en Allemagne. Comme vous le savez, il y a eu des élections en Allemagne, il y a un changement
donc de couleur politique du gouvernement, même si je tiens à préciser qu'on parle beaucoup de M. Merz comme nouveau chancelier, mais qu'il n'est toujours pas le chancelier allemand, hein, puisqu'il faut qu'il forme un gouvernement. Mais le plan de M. Merz, en fait, qui consiste à injecter beaucoup d'argent, on a beaucoup parlé du côté défense, mais pas simplement, il y a aussi un plan qui est très important en termes d'infrastructure, a eu une conséquence fondamentale, c'est des révisions très importantes du potentiel de croissance allemand. Pourquoi c'est très… Alors, vous pouvez le voir sur ce tableau. Je pense qu'il faut comparer le gris, en fait, au bleu foncé. Ce sont des prévisions de croissance du PIB allemand, hein, sur les années donc 2024, 2025, 2026, 2027. Bien sûr, 2024 n'est pas impacté, mais on voit que 2025, 2026 et 2027 sont très fortement impactés, puisque la prévision de croissance, par exemple, en 2027, sur l'Allemagne, du consensus était autour de 1,1%. Aujourd'hui, elle est autour de 1,6%. Je rappelle que c'est bien sûr une très bonne nouvelle pour l'ensemble de la zone euro et de l'Europe, puisque l'Allemagne est la principale économie de la zone et l'Allemagne est aussi un client très important des pays périphériques, entre autres de la France, de la Pologne, de l'Italie, du Benelux, etc., etc. Donc ça, c'est un changement fondamental qui est intervenu récemment. C'est une plus forte dynamique de la croissance à venir sur la zone euro, alors que le marché aujourd'hui se pose beaucoup de questions sur la dynamique de croissance aux États-Unis, en considérant qu'elle va être réduite. D'ailleurs, Goldman Sachs a révisé de façon importante ses prévisions de croissance sur les États-Unis hier, hein, puisque maintenant ils parlent de 1,7% de croissance sur 2025 aux États-Unis, alors qu'ils attendaient précédemment une croissance proche de 2,5%. Et donc, on a vraiment un effet ciseau avec une zone euro sur laquelle les prévisions sont révisées à la hausse et une zone US sur laquelle les prévisions seront plutôt révisées à la baisse. Alors, prochaine slide suivante, ça concerne justement donc le Bund et l'OAT notamment. Alors oui, alors je suis désolé, tout ça n'est pas forcément très clair, mais c'est ce que je vous disais. Il y a quand même une conséquence à cette élection allemande et à ces annonces de ce nouveau chancelier potentiel. Enfin, il sera, lui, chancelier, c'est sûr. Après, on ne sait pas vraiment avec quelle coalition, mais probablement une coalition qui va lui permettre de voter ces réformes, même s'il va essayer de les faire passer avant, finalement, le renouvellement du Parlement allemand. Mais une des conséquences, ça a été une très forte progression, en fait, des taux à 10 ans allemands, et même sur toute la courbe des taux allemandes, hein, puisqu'elle s'est fortement déformée, avec un Bund qui se rapproche des 3%. Je rappelle, on a été longtemps plus proche de 2,50, et une OAT, donc, qui est l'obligation à 10 ans française aussi, qui en a pâti, hein, puisque vous savez qu'elle est arbitrée, en fait, sur un spread, donc un écart entre l'OAT et le Bund, et que d'ailleurs cet écart de taux s'est beaucoup élargi. Je sais que ces graphiques sont pas très lisibles sur vos écrans, sauf si vous avez des très gros écrans, mais je dirais un écart de taux qui a pas mal progressé, même si c'est relativement réduit par rapport au pic qu'il avait pu atteindre récemment. Donc, d'un côté, des bonnes nouvelles pour la croissance, de l'autre côté, bien évidemment, des taux qui sont remontés, donc un impact un peu négatif pour les obligations. Alors, slide suivante, Pierre, concerne donc toujours le Bund en l'occurrence. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le trait bleu à la fin du graphique, mais on est sur un niveau, voilà, de 30 points de base sur une progression sur une journée, hein, donc c'est historique en fait. Hein, donc on a eu vraiment un choc important en fait sur le marché obligataire lors de cette annonce. Alors, autre justement slide concernant cette fois-ci les banques en l'occurrence. Oui, alors là, c'est un coup d'œil. Enfin, je j'aime bien, moi, regarder ce qui se passe sectoriellement sur les marchés. Donc, c'est les variations des différents secteurs sur l'Europe. Hein. C'est un indice européen, d'ailleurs, qui, dans le cas d'espèces, comprend la Grande-Bretagne. Vous voyez un peu la hiérarchie, hein, c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, sur les marchés, ce qui marche bien, c'est les banques. La construction, qui bénéficie beaucoup des perspectives de paix en Ukraine et probablement des perspectives de reconstruction en Ukraine. C'est un phénomène récent. Et puis, les biens industriels et les services. En contrepartie, ce qu'il fallait éviter, c'est tout ce qui est voyage, hein, ce qu'on appelle travel and leisure, le secteur des médias et le secteur des foncières, hein, qui est le real estate. Alors, slide suivante. Concernant cette fois-ci justement donc le price earnings justement que tu vas nous expliquer entre l'Europe et les États-Unis.
Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je pense que oui, il faut aussi parler de valorisation. J'ai mentionné en fait la sous-performance des États-Unis par rapport à la zone euro. Je l'ai expliqué par l'environnement macroéconomique et les perspectives de l'évolution de cet environnement macroéconomique sur l'année 2025. Il y a aussi une autre raison, c'est que finalement l'Europe était très peu chère. Hein. Comme vous pouvez le voir, le graphique en haut, c'est ce qu'on appelle un PE 12 mois forward. Le PE, en fait, c'est un peu le ratio de base de valorisation, c'est-à-dire on compare la valeur boursière à la capacité bénéficiaire. On peut le faire sur des titres, sur des sociétés, c'est ce que fait Alicia généralement, et on peut le faire sur des indices, donc sur des agrégats qui sont la réunion de beaucoup de titres. En fait, aujourd'hui, ce que l'on constatait, c'est que le différentiel de valorisation entre les États-Unis et l'Europe était devenu très important. On connaît les raisons, entre autres, ça a été l'environnement géopolitique, ça a été aussi finalement une croissance américaine qui a été beaucoup plus importante ces dernières années aux États-Unis qu'en Europe, mais force est de reconnaître que finalement cet écart était devenu très important, comme vous pouvez le voir, puisque généralement, et ce graphique remonte à 1985, c'est le graphique du haut, vous avez l'un et l'autre, les États-Unis c'est le bleu foncé, l'Europe c'est le gris, et en fait on voit bien que généralement il y a quand même, c'est pas si éloigné que ça s'était beaucoup écarté, et ça explique peut-être aussi ce qui se passe, c'est-à-dire que finalement il y a un certain nombre d'investisseurs qui avaient délaissé l'Europe, d'où finalement cette décote qui s'était créée et qui sont en train de revenir un peu plus sur l'Europe, puisque finalement la visibilité est en train de s'améliorer sur l'Europe. Oui, alors non, mais là je vais parler surtout de la sous-performance, voyez. Enfin, on l'a vu à travers l'écartement en fait de la valorisation. On peut la montrer aussi de façon tout à fait simple sur l'écartement de performance. Vous avez en fait à droite la façon dont se sont comportées la performance du S&P 500, donc l'indice US 500 valeurs vis-à-vis versus Eurostock. Vous voyez qu'on a vécu une période de sous-performance qui a commencé, alors elle a commencé bien avant, mais 2024, on a une surperformance des États-Unis. Depuis le début de l'année 2025, on a une sous-performance assez importante des marchés américains par rapport aux grandes valeurs européennes, puisque si l'indice baisse, ça veut dire que l'Eurostoxx surperforme le S&P 500. Alors justement, donc tu parlais des flux. Oui, alors on parlait des flux comme d'un phénomène qui était quand même important. Alors ce graphique-là, je suis désolé, je vous abreuve de graphiques, j'espère qu'ils sont clairs. Le graphique de gauche, à quoi correspond-il? En fait, c'est la somme des flux qui s'investissent sur les actions européennes de la part des investisseurs internationaux sur une durée glissante de 1 mois. Et vous voyez que récemment, alors que les courbes étaient plutôt en dessous du point zéro, c'est-à-dire que finalement on avait plutôt des sorties importantes depuis le début de l'année 2022 sur les actions européennes, on voit qu'on a un retour d'intérêt, avec un retour de flux positif sur les marchés européens. Ça explique beaucoup de choses, ça explique probablement aussi la variation qu'on observe sur l'euro-dollar, puisque vous le savez, l'euro se renforce. En fait, les investisseurs internationaux sont probablement en train de vendre des actifs en dollars pour acheter des actifs en euros. Alors, slide suivante du coup. Voilà. C'est un résumé en fait des catalyseurs que l'on pourrait avoir sur la zone euro. C'est vrai qu'aujourd'hui la croissance est atone, mais en fait on a un certain nombre d'espoirs. Je vous en ai déjà parlé, le plan de relance allemand, la compétitivité qui pourrait s'améliorer parce que l'Europe sous pression en fait est en train de faire un certain nombre de changements, et puis bien sûr un plan européen qui s'appelle aussi ReArm, qui a pour objectif donc de mobiliser un certain nombre de moyens pour augmenter les dépenses de défense. Entre autres, vous savez que les pays européens vont pouvoir dépasser en fait ces fameux 3% de déficit que la France dépasse depuis bien longtemps d'ailleurs de 1,5% s'ils arrivent à le justifier par un surcroît de dépenses sur la défense. Et puis bien sûr l'accord de paix en Ukraine, bon c'est quelque chose dont on n'arrive pas à prévoir vraiment le moment où ce sera. Vous avez vu que depuis hier l'Ukraine est d'accord pour faire un cessez-le-feu. On attend la réponse russe.